Nous allons finir cette matinée avec un débat sur l'Allemagne. Quelles dépenses pour se soigner en Allemagne? Et j'appelle Daniel Barr, Francesca Colombo de l'OCDE, Thomas Pollmacher, et le débat sera modéré par Sylvie Ouziel. Alors bonjour à tous. Pour nous occuper avant le déjeuner, on a décidé de franchir la frontière, non pas pour aller en Italie ou en Suisse, comme ça pourrait être la tentation à partir de Chamonix, mais pour aller en Allemagne et s'intéresser aux approches adoptées par l'Allemagne et aux résultats obtenus pour induire de l'efficience dans le système de santé. Alors, finalement, Cocteau disait un Français, c'est un Italien. Non, un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Et pas le contraire. Un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Alors, un Allemand, en matière de santé, c'est un Français qui sait compter, c'est un Français raisonnable, c'est un Français qui prend ses médicaments comme on peut s'y attendre, ou alors pas du tout. C'est un Européen comme les autres, voire pire. Alors, voyons. Et pour nous éclairer, nous avons Francesca Colombo, qui est directrice du département santé à l'OCDE. Nous avons Daniel Barr, qui est membre du comité de direction de Alliance Private Health Insurance et qui est un ancien ministre de la Santé. Et nous avons Thomas Pollmacher, qui est directeur médical de la clinique d'Ingolstadt. Et puis moi, bon, je ne suis pas allemande, mais enfin, j'ai la chance de diriger un groupe très international, qui est le leader de l'assistance, qui est Alliance Global Assistance, qui a des racines bien françaises avec Mondial Assistance, et puis qui est filiale d'un grand groupe d'assurance allemand. Alors, question préliminaire à Francesca. Finalement, comment on mesure l'efficience? C'est quoi l'efficience, le rapport qualité-prix? Et qu'est-ce que l'Allemagne cherche à obtenir et qu'est-ce qu'elle obtient en termes d'efficience, à votre avis, vu du point de vue de l'OCDE, qui est un peu un point de vue de Saturne? Et puis, deuxième sujet, comment elle traite du problème que tous les pays ont d'affordability? Tout d'abord, je suis italienne, de bonne humeur, disons, donc ravie d'être ici avec vous. Eh bien, je ne vais pas être trop longue sur tout ce qui concerne l'efficacité, tout ça. Je pense qu'on en a déjà parlé dans le premier panel d'ailleurs. C'est ce que l'on a en dehors du système par rapport à ce que l'on a investi au niveau des ressources en fait. Évidemment, il y a des débats sur les résultats. Est-ce qu'on a mesuré les bons résultats au niveau de l'espérance de vie, 65 ans en moyenne, et puis d'autres indicateurs sur les bons résultats sur la santé, mais on connaît très peu en fait la perspective des clients, n'est-ce pas, et des patients. Et puis aussi l'investissement, les ressources en général au niveau du système. Donc comment, eh bien, l'Allemagne se déplace? Eh bien, c'est une approche qui va prioriser les valeurs au-delà du système et l'accès au système. Donc l'accès en lui-même est, selon tous les indicateurs que l'on voit, très bon. C'est très peu de dépenses en dehors du budget, beaucoup de disponibilité des services dans le cadre du système, mais aussi très peu, disons, de différence au niveau de tout cela. Et puis, si on considère les rapports entre les résultats ou l'espérance de vie, etc., par rapport au coût, alors peut-être que là, l'Allemagne n'est pas aussi performante que ça, si on compare aussi des autres pays, parce que c'est somme toute assez cher en tant que système, et du moins c'est l'un des pays qui a beaucoup de dépenses au niveau du PIB, et par personne aussi. Mais bref, au niveau des résultats en moyenne, on est tout de même au-dessus de l'OCDE et des résultats moyens, on va dire. Et aussi des autres pays, que ce soit le Japon, la France ou l'Italie. Et puis aussi des questions sur l'efficacité des hôpitaux, etc. Je dirais que somme toute, ce sont des résultats mélangés. Au niveau de tout ce qui est des coûts abordables, etc., je pense que l'Allemagne a eu de bons résultats, pas de gros problèmes de déficit au niveau du système d'assurance, par exemple. Maintenant, la question est un peu plus liée au futur. Il y a beaucoup de pressions qui sont liées aussi à une population vieillissante, une refiguration du coût du système, des technologies très chères et aussi, ce sont des défis à relever, pas que pour l'Allemagne, attention, mais aussi pour tous les pays de l'OCDE, y compris la France. Donc oui, je dirais qu'actuellement, l'Allemagne a eu de bons résultats, a bien travaillé, mais le défi à relever est plus vers le futur. Daniel Barr, est-ce que vous partagez cette lecture de la performance actuelle de l'Allemagne en termes d'efficience du système de santé?
Bon, je pense que quand j'étais ministre de la Santé en Allemagne, j'ai appris beaucoup, y compris de Madame Touraine. C'est facile à expliquer aux personnes que, eh bien, ils obtiendront plus au niveau du système de santé, au niveau politique. Je pense que c'est des décisions de la société civile. En fait, en Allemagne, on a un bon accès au système de santé. Les personnes aiment avoir la liberté de choisir leur propre docteur, leurs propres assurances, leurs propres hôpitaux et leur propre thérapie aussi. Ils aiment choisir tout cela. Donc, c'est évidemment aussi lié à l'efficacité, mais je n'ai pas trouvé de système idéal. Et donc, c'est complexe, très complexe de trouver l'efficacité et aussi, au niveau du système, et un accès facile. Alors, certes, le Japon, ou au niveau aussi de l'OCDE, on peut être très critique, et c'est peut-être aussi votre rôle ici, mais on ne peut pas comparer, hélas, le Japon à l'Allemagne, parce que les résultats, les indicateurs ne peuvent pas être comparés. Ils ne sont pas comparables. Ce n'est pas que le système de santé, c'est le niveau de vie, la façon de vivre au Japon qui est différent de celui qui est en Allemagne. Donc voilà, je pense que les Allemands devraient peut-être manger plus de sushi, donc les indicateurs changeraient, somme toute. C'est peut-être ça l'idée. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec le régime sushi? Vous en avez à appris? est donc au programme cet après-midi, mais alors d'ici là, si on rentre plus en détail dans les différents leviers, évidemment l'Allemagne a une tradition de république fédérale beaucoup plus ancrée et historique. Donc quel est le rôle de la région et qu'induit la régionalisation des systèmes de santé en Allemagne? Alors quel est le rôle des régions? Disons qu'il y a différentes régions en Allemagne. Et chacune a la tâche de s'organiser, seulement au niveau des hospitaliers donc. Et ils font des budgets, combien de lits sont nécessaires selon les cas. Et on a une façon spéciale de financer les hôpitaux, n'est-ce pas? Donc il y a tout un côté financier très important. Et ceci se réfère aussi aux disparités qu'il y avait il y a encore 50 ans entre la Bavière et d'autres l'Inde. Donc voilà. Donc il y a des sommes d'argent qui sont nécessaires pour l'investissement, l'innovation, et puis d'autres, comme dans d'autres régions, eh bien ce n'est pas possible, donc ça peut causer des problèmes en effet. Et puis un autre point, si vous me le permettez, pour Francesca, si on prend des résultats purs et durs comme on l'a fait au niveau de l'espérance de vie, on perd beaucoup au niveau de la qualité, par exemple, de l'évaluation du système. Et donc, que ce soit au Royaume-Uni, par exemple, eh bien, il faut voir ce qui se passe et aussi les difficultés à l'intérieur du système. Et donc, du coup, il faut faire attention, parce que ce n'est pas forcément qu'on vit moins, mais il peut y avoir des qualités plus simples, avec un accès plus rapide, etc. Donc, bref, il faut voir quel est le problème. Parfois, les procédures ne sont pas toujours nécessaires, et donc c'est un autre problème qui peut apparaître, quoi. Oui, mais bon, néanmoins, je pense que si on compare la France à l'Allemagne, et je ne veux pas défendre le système français, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans le système français, néanmoins, le système allemand est plus cher. Et les résultats, y compris quand on va voir dans le détail, au niveau même de l'espérance de vie et autres, donc c'est la même somme qu'en France. Donc, du coup, au niveau de l'espérance de vie, tout à fait d'accord. Ce sont des indicateurs finalement importants, mais on doit voir aussi d'autres indicateurs. Par exemple, la qualité du système de santé en lui-même. Pour l'Allemagne, et aussi pour la France d'ailleurs, c'est un peu mélangé, des résultats mitigés selon, par exemple, les différentes conditions qui doivent être traitées. Donc attention, il faut voir ce qu'on peut améliorer au niveau du système de santé. Et puis aussi, un autre point, c'est l'amélioration au niveau de la mortalité
Et par exemple, après des attaques cardiaques, par exemple, on a eu des cas donc de mortalité importants. Mais bon, néanmoins, on n'a pas eu forcément des bons indicateurs après avoir résolu les problèmes. Donc, il faut faire bien attention à tous ces indicateurs assez vastes d'espérance de vie. Il faudrait avoir peut-être plus de précision. Et il manque des aspects. Il faut peut-être avoir des aspects plus internationaux. On a besoin de plus d'indicateurs plus précis et sur plus de patients aussi. Donc, par exemple, si on a différentes opérations chirurgicales au niveau de chirurgie précise, eh bien, par exemple des prothèses de hanche ou autres, eh bien, on ne mesure pas forcément les mêmes critères et donc il faut voir ce qui peut être fait au cas par cas, selon les cas. Donc, pour revenir au sujet de la régionalisation, le premier commentaire de Thomas faisait référence à une médecine à plusieurs vitesses, finalement, avec les landes qui ont et les landes qui n'ont pas, to have or to have not. Francesca, votre opinion sur la régionalisation de la santé en Allemagne en termes d'hôpitaux? Bon, pour être franc, on n'a pas vraiment regardé ceci dans le détail. Il y a des points importants au niveau du système global et puis la décentralisation aussi au niveau des décisions, des capitaux. Et les hôpitaux, les investissements, souvent sont décentralisés au niveau des décisions. Et puis, il y a aussi des problèmes au niveau de la rationalisation de l'argent, n'est-ce pas, par rapport aux hôpitaux et aux différents lits, comme on l'a dit. Bref, le système au niveau des pays de l'OCDE, d'une certaine manière, eh bien, ça s'adapte aussi aux besoins de la population, ou doit le faire du moins, parce que c'est très important, c'est très central au niveau de la prévention, des soins, etc. Mais bon, il y a eu beaucoup de changements aussi au fil du temps, et beaucoup de conditions qui ont évolué, qui ont changé, et donc on a peut-être plus besoin de continuité, prévention, etc. Et donc, du coup, la capacité des hôpitaux a évolué, évidemment. C'est un problème aussi pour d'autres pays, pas que pour l'Allemagne, comme on l'a dit. Et selon les types de systèmes, on a lutté pour pouvoir prendre des décisions appropriées au niveau de la rationalisation de cette capacité. Le Danemark est un bon exemple, d'ailleurs, à ce titre. Et ils ont fait une bonne réforme au niveau du secteur hospitalier pour centraliser certains traitements, par exemple, dans le cadre de cas plus limités, pour garantir des volumes élevés, par exemple. Et certains ont dû fermer, forcément, et donc c'est devenu différent des centres de soins de différents niveaux, qui travaillent certes avec les régions. Donc la régionalisation, vecteur d'inégalité et de sous-optimisation, puisqu'on a des optimums locaux ou de la compétition locale et pas une optimisation nationale. C'est un peu la conclusion assez critique. Oui, mais bon, on a aussi des côtés plus positifs, attention, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches de la population et de voir ce que veut la population. Alors, votre opinion sur la régionalisation? Moi, j'aime la régionalisation parce que je pense que les régions sont toutes très différentes. Chamonix et Paris n'ont rien à voir. On a une demande différente, probablement au niveau du système de santé. Donc, c'est une bonne idée d'organiser tous les systèmes de santé de façon nationale, mais d'être responsable que pour le cadre réglementaire, finalement. Et après, on a des administrations locales au niveau des associations d'hôpitaux ou bien d'assurances, associations de patients, mais également de médecins. Et c'est à eux de décider comment organiser les centres, comment financer le système. Et je pense qu'en Allemagne, évidemment, chaque région est responsable des infrastructures, des investissements au niveau des hôpitaux. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils ne le font pas suffisamment, comme vous le disiez, mais bref, l'idée, c'est de ne pas trop se concentrer sur une vue nationale pour donner plus de responsabilités aux régions. Et je pense que c'est une bonne idée. Et aussi pour avoir aussi plus de concurrence, une meilleure concurrence au niveau des infrastructures pour aider la demande et être au service de la demande. Éternel sur centralisation, décentralisation. Autre sujet éternel avec lequel tout le monde se débat ou que tout le monde a mis en place, la tarification à l'activité, la T2A ou les DRG. Donc, quelle utilisation des DRG en Allemagne et quels résultats?
un hospitalier, ou Daniel. En fait, Monsieur Plüger, qui s'est occupé de ce thème, et il disait que l'idée était de réduire le nombre de lits en Allemagne. Et ça a été un succès d'ailleurs, parce que maintenant on peut dire que finalement ça a été l'un des succès de cette idée. Après, il faut voir comment ça va se développer, parce que c'est l'administration qui est au centre de cela. On a besoin de plus de compétition. C'est très, très complexe. On doit en arriver à des DRG qui permettent d'avoir des hôpitaux, finalement, qui voient ce qu'on leur donne réellement au niveau des traitements pour prendre aussi leurs propres décisions, justement, au niveau des investissements, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les infrastructures, par exemple. Et en Allemagne, c'est très, très complexe. Peut-être plus complexe qu'en Australie, même si on l'a copié de là-bas, mais c'est la façon allemande de copier les choses, mais de les rendre plus complexes, somme toute. C'est notre façon de procéder, et c'est peut-être la difficulté du système global DRG. En fait, l'idée, c'est qu'on paye le même traitement avec, avec plus de propositions. Donc, il faut être plus flexible pour avoir finalement plus d'incentives aussi pour financer le système de façon plus appropriée, somme toute. Si on considère les données, n'est-ce pas, on voit que grâce à ces DRG, on a une réduction globale, comme on l'a dit, et c'est un indicateur d'efficacité par rapport à ce qui est vu dans d'autres pays. Et puis de l'autre côté, ça a amené à l'augmentation des volumes, en particulier pour les chirurgies spécifiques. Donc quand on considère les données en Allemagne, il y a vraiment un problème de beaucoup de volume. C'est-à-dire que les activités, etc., sont très élevées dans le système. Donc du coup, on a ce problème. Est-ce que les DRG seuls sont le seul outil à être utilisé, ou bien on doit les utiliser avec d'autres mécanismes? Et puis aussi, est-ce que c'est utilisé seulement comme remboursement, ou bien il pourrait être utilisé d'une autre façon, c'est-à-dire aussi pour finalement le budget, des décisions budgétaires pour créer des perspectives, voir comment les budgets sont prévus, une sorte de plan finalement. Voilà, donc d'une certaine manière, c'est un outil très important, utilisé extensivement au niveau de tous les hôpitaux, c'est d'ailleurs 80% en Allemagne de ces coûts. Bref, ça pourrait être utilisé même mieux que cela. Oui. Je pense que cette utilisation dépend des contextes locaux, parce que les DRG sont très bien pour les remboursements, les procédures très techniques, par exemple, et aussi parce qu'on peut les prévoir, du coup, en termes de coûts, et aussi, d'un point de vue plus technique, ça permet de mieux prévoir les situations. Après, il y a peut-être d'autres situations plus complexes médicalement, c'est-à-dire avec les personnes peut-être plus âgées ou des hôpitaux psychiatriques ou des cas critiques, on va dire, plus difficiles à gérer. Et voilà, au niveau aussi de l'utilisation. Et il y a beaucoup d'habilitation finalement au niveau des coûts. Donc, on ne peut pas toujours tout prévoir. Et l'idée, c'est aussi de voir quand le patient est hospitalisé, quel est son parcours. Et ça peut être utilisé, comme je l'ai dit, dans certains cas, de façon optimale, dans d'autres cas, de façon beaucoup moins optimale. Sur le fait de savoir si l'introduction des DRG introduisait de l'économie de marché dans le système de santé ou pas. En tout cas, un des objectifs, c'est de faire en sorte que tous les hôpitaux étant payés la même chose pour le même acte, comme le disait Daniel, les hôpitaux qui ont des coûts supérieurs au prix rémunéré pour l'acte fassent faillite. Et finalement, on ait une concurrence en termes d'efficacité entre les hôpitaux qui sont efficaces économiquement et ceux qui ne le sont pas, et que ceux qui ne le sont pas ne puissent pas l'être de manière pérenne. Et puis on avait fantasmé aussi que certains hôpitaux puissent se spécialiser un peu comme les cliniques sur les actes sur lesquels ils avaient la meilleure marge, entre guillemets, et que ça puisse induire spontanément un système de spécialisation qui répondait à ce que Francesca évoquait, le fait que la carte sanitaire se rationalise. Donc est-ce qu'on voit finalement cette loi du marché se mettre en place? Je me souviens qu'il y a quelques années en Allemagne, on parlait aussi beaucoup du fait qu'on allait publier la performance économique et qualité des hôpitaux, de telle sorte que les patients puissent choisir les bons et les mauvais hôpitaux, enfin plutôt les bons, plus aller dans les bons, ceux qui avaient une bonne performance économique et qualitative, et que les mauvais soient non seulement sous pression économique,
parce que leur marge était négative ou mauvaise, mais en plus voient leur volume diminuer parce que les patients voteraient avec leurs pieds pour aller vers les bons. Donc est-ce que cette espèce de dynamique de marché se produit? Non, hélas. Car en Allemagne, le problème, et maintenant du fait je travaille pour une société d'assurance importante, et l'idée c'est de dire aux patients, de les adresser, de les diriger dans des bons hôpitaux, mais le problème en fait c'est que les patients suivent les recommandations plus globales, et donc c'est pas facile de rentrer dans ce type de relation justement. Et beaucoup de patients cherchent dans le cadre de l'hôpital, pas que au niveau de la qualité, pour comparer les hôpitaux entre eux, mais demandent comment est l'alimentation, la nourriture, comment est la chambre, quelle est la sensation. Mais c'est pas le traitement médical, c'est le problème que nous avons. On a besoin de compétences, de concurrence au niveau de l'aspect médical, des compétences des médecins. Et donc c'est une gestion du process en lui-même qui doit être revue. Parce que finalement, les personnes ne doivent pas attendre trop longtemps dans l'hôpital avant d'être traitées et soignées. Il faut en arriver à une amélioration globale, c'est-à-dire une mesure de la performance qui soit améliorée. Et donc, du coup, on doit expliquer aux patients ce que sont ces indicateurs et quelle est la différence entre finalement l'hôpital et le traitement en lui-même, le traitement médical. Et oui, et en tant que médecin, je pense que c'est tout à fait cela. Évidemment, le patient ne va peut-être pas forcément suivre ce type d'approche parce qu'ils ne sont pas dans une situation de consommation. On ne va pas acheter une voiture. Les personnes, finalement, lisent les journaux, mais pour choisir le type de voiture à choisir. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est aussi une question de sensibilité. Finalement, ce ne sont pas des décisions tout à fait rationnelles. On cherche des conseils paternalistiques, finalement. C'est ce qui se passe ici. Et c'est un petit peu ce qui se passe au niveau médical global. On veut une personne dans laquelle on a une totale confiance, donc la figure paternelle, qui eh bien, nous donne des conseils, n'est-ce pas? Parce que c'est pas facile de rentrer aussi de lire ces rapports techniques. Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir ce qui est fait pour le patient. Ça va au-delà de ce qui est dit. Il y a des relations entre le patient et le médecin. Et cela rend forcément, disons, la situation totalement différente aussi. On a des situations où Bill Clinton, par exemple, eh bien, avait choisi un hôpital avec des indicateurs qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Et bref, c'est une personne informée. Bill Clinton, c'est quelqu'un qui connaît la situation et est suffisamment éduqué pour comprendre les indicateurs, ou du moins cette série d'indicateurs, très difficile à interpréter d'ailleurs pour le patient, attention. Mais ceci dit, le système est un peu trop une boîte fermée et on a besoin d'avoir plus de transparence au niveau du système, au niveau des résultats, au niveau des difficultés à résoudre, mais aussi au niveau du classement global qui est proposé. Certains pays font, ont des classements différents, ont des outils différents de classification, d'études, et donc du coup, attention, parce que la moyenne forcément n'est pas la même partout. Donc je pense que, évidemment, les indicateurs sont excellents pour la performance, pour tout ce qui est d'une étude globale, mais chaque hôpital doit vraiment, finalement, étudier dans le détail leurs spécificités, leurs résultats, leurs données qui sont disponibles. Hein. Et puis aussi, ce qui est, attention, à divulguer ou pas, à divulguer pour le large public ou divulguer seulement pour les spécialistes. Et donc, du coup, après, le patient peut choisir au mieux, avoir des données peut-être plus claires, hein, et ceci est important pour l'amélioration de la performance, pour l'objectif global que nous avons tous, et puis le choix du patient n'est pas forcément le meilleur, comme vous le disiez, somme toute, ça c'est clair. So, changing topic, si on change de sujet, c'est un débat multilingue, quid de l'impact des nouvelles technologies sur le système de santé allemand, l'utilisation des systèmes d'information hospitaliers, de la télémédecine, du big data, les nouvelles technologies au sens large, notamment le sujet de la télémédecine, qui est aussi un sujet évidemment sur lequel tous les pays se penchent.
oui, la télémédecine croît beaucoup partout, une augmentation incroyable. Il y a même dans certains endroits des unités spécialisées, par exemple dans les cas d'infarctus, l'utilisent énormément. Et puis aussi au niveau d'évaluation biologique, oui, tout à fait, c'est tout à fait important. Et puis l'utilisation finale, finalement, de cela va au-delà, en fait, de ce type de techniques sophistiquées. Il s'agit de la vie quotidienne des patients, les mettant en connexion avec eh bien, les experts, les professeurs, etc., les médecins, qui essayent de plus en plus d'ailleurs de mettre ceci en œuvre. C'est très important même au niveau des psychothérapies, de ce type d'approche-là. Et donc beaucoup de cas de dépression, par exemple, qui avaient été donc utilisés dans le cas de dépression, ce type de technique. Et donc beaucoup d'autres cas, beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau de la médecine, mais également au niveau Comment ces économique. transformations alors sont acceptées par le personnel soignant, les médecins et les patients? Et quel impact économique pour le moment? Vous avez des retours? Je ne sais pas. Au niveau de l'aspect plus économique, peut-être que Daniel a plus d'informations. En fait, pour avoir en Allemagne beaucoup d'écoute sur cela, c'est vrai qu'on a il manque de médecins hein, dans les zones rurales en particulier, donc une pénurie vraiment de médecins, de spécialistes aussi. Donc pour avoir un traitement en réseautage, ceci est vraiment fondamental. Maintenant, en Allemagne, il faut voir que c'est aussi une question de fiabilité, c'est-à-dire est-ce que le médecin est toujours responsable s'il n'est pas en face du patient. C'est un problème légal, somme toute, et donc on a changé les lois quand j'étais au ministère, mais c'est toujours un problème, attention, de pouvoir définir ceci. Voilà, mais à mon opinion aussi, il y a, disons, différents aspects, quand on regarde même les sociétés d'assurance et autres, j'espère, et je suis optimiste d'ailleurs à ce sujet, que les nouvelles technologies, les applications, eh bien, peuvent finalement être plus en conformité avec les besoins du patient. Parce que le problème n'est pas le diabète ou l'obésité, parce qu'on sait comment le traiter. On sait que ce n'est pas un problème pour une société d'assurance, ce n'est pas trop cher si le patient suit les recommandations, les instructions du médecin. Mais c'est ce qui se passe pas forcément encore. Donc, est-ce que ces technologies peuvent nous aider à avoir plus de conformité entre les instructions et donc les comportements du patient? Et donc, c'est ce qu'on a vu en Allemagne, les coûts qui augmentent au niveau du diabète, hein, par exemple, ou autres. Pourquoi? Parce que ces technologies qui pourraient nous aider à gagner de l'argent, eh bien, ne le font peut-être pas encore ou pas assez. Oui, le potentiel est énorme. Et donc, si on regarde les données de big data, la révolution globale, c'est vrai qu'on peut dire eh bien, que les résultats seraient énormes au niveau de la surveillance de la maladie, de la gestion des conditions, de la gestion des conditions cliniques, la gestion globale et aussi l'utilisation globale et tout ce qui concerne les économies finalement au niveau médical. Après, il y a aussi des aspects légaux dont vous parliez qui sont très spécifiques et qui peuvent être difficiles. C'est un problème difficile. En Allemagne également, c'est difficile à gérer. Ce n'est pas juste une question de bâtir la confiance. Il faut des systèmes juridiques qui protègent la vie privée des individus, mais en même temps qui permettent l'utilisation de données. Il y a cette e-révolution qui va permettre de profiter de tous ces avantages. Mais ce n'est pas difficile de trouver l'équilibre. Les régulateurs sont un peu conservateurs. Les décideurs ont besoin de ces données dans le système pour avoir une meilleure efficacité, pour un meilleur suivi, etc. Donc, c'est un point épineux, on va dire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, l'e-ordonnance, le e-prescription, il y a beaucoup de pays qui ont bien avancé dans l'utilisation d'ordonnances en ligne. En Allemagne, nous sommes un petit peu en retard dans ce domaine. Oui, effectivement. Le problème en Allemagne, c'est que nous n'avons pas fait confiance à la technologie disponible. On
pensé que ce serait mieux d'avoir des systèmes technologiques étatiques et c'était à cause de la protection de données. Je suis fanat de ceci, mais si on veut mieux réussir avec ces données, il faut de la concurrence, il faut de la souplesse en termes d'usage de ces données. Et l'idée de commencer avec un système pour toute l'Allemagne, ce n'était pas une bonne idée. On attend toujours, on a pris la décision en 2002, 2003, on attend toujours le système. Et j'ai du mal à l'accepter. Mais je suis d'accord, il faut faire mieux en termes de plan d'ordonnance. Mais je suis optimiste parce que nous avons toutes les données. Les assureurs privés, ce n'est pas la même situation que les fonds de maladie. Nous avons les données parce que nous recevons toutes les factures, mais pour l'instant, nous n'utilisons pas ces données. Et c'est ça que je ne comprends pas, parce qu'on pourrait donner beaucoup de conseils aux patients. On pourrait offrir de meilleures incitations grâce à ces données. Oui. Enfin, sur ce sujet, on a sur le sujet, par exemple, de l'observance, de l'utilisation des données, un sentiment d'éternité. C'est quand même des sujets qu'on évoque depuis très, très longtemps. Mais le monde change, puisque je pense que de plus en plus de gens portent des Fitbit et de moins en moins de gens se préoccupent du fait que leur téléphone mobile les flique en permanence. Donc je pense qu'il y a quand même un effet générationnel et un principe de réalité sur l'introduction des nouvelles technologies et l'utilisation par le consommateur de ces technologies. Donc je pense qu'on en reparlera. Moi, j'espère que le monde change. Pour changer de sujet, une fois encore, l'enveloppe médicamenteuse, ça fait plus longtemps que les hôpitaux négocient, les payeurs négocient plus âprement le médicament avec les industriels du médicament et de manière plus décentralisée par opposition à des pays qui fixent les prix de manière centrale. Quelles approches pour optimiser l'enveloppe médicamenteuse ou l'enveloppe du médicament en Allemagne et quels résultats? Est-ce que l'Allemagne fait mieux que d'autres? Est-ce qu'elle a des bonnes recettes? Francesca, un bon geste, un mot positif sur l'Allemagne. So there are some things that Bon, il y a des choses qu'on fait bien, mais il y a d'autres choses qu'on fait moins bien. C'est typique, n'est-ce pas, à l'OCDE. Donc, pour les entreprises pharmaceutiques, elles ont des prix assez élevés au niveau de l'entrée de marché lorsqu'il s'agit de nouveaux médicaments. Donc, les prix sont assez élevés. Ceci dit, ces entreprises ont une bonne pénétration en termes de médicaments génériques, nettement plus élevés qu'en France, par exemple. Et il y a un système de prix de référence, pas appliqué seulement aux substances actives, comme dans beaucoup de pays. C'est quelque chose qui est appliqué, c'est le prix de référence pour les équivalents. Et c'est pour la substance active. En Allemagne, c'est pour tout ce qui est thérapeutique. Donc, c'est plus large. Une fois on a un prix de référence, cela définit le remboursement. Donc, ça fonctionne assez bien. Donc, les enveloppes sont assez élevées et c'est ça qui dicte les coûts élevés de médicaments de spécialité et de nouveaux médicaments. Les indications, l'utilisation est assez élevée également pour l'hypertension, les antihypertenseurs. Là, l'utilisation est assez élevée aussi pour le diabète, les médicaments pour le diabète. Là, l'utilisation est assez élevée également. Au passé, l'Allemagne, c'était la pharmacie du monde. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la France, la Suisse. Et nous avons eu une situation un peu paradoxale pour une entreprise pharmaceutique. Jusqu'en 2010, c'était l'entreprise pharmaceutique qui définissait le prix et les assureurs devaient faire le remboursement. Mais il n'y avait pas de concurrence dans ce système parce qu'ils pouvaient définir les prix, les industriels, et c'était cher. Et lorsque j'ai commencé mon travail au ministère, on payait plus pour les médicaments pharmaceutiques que pour le secteur embolique. Et pour moi, ce n'était pas acceptable. Donc, nous avons changé le système. Maintenant, il y a un accès aux nouveaux médicaments. C'est le souhait des gens. C'est nécessaire d'avoir un accès rapide aux nouveaux médicaments. Mais il faut prouver que ces médicaments offrent une valeur rajoutée,
il faut prouver qu'ils sont meilleurs que les médicaments standards. Donc, on regarde cet aspect d'accès rapide, mais après, l'entreprise pharmaceutique doit négocier le prix avec l'association des assureurs. Et après, et seulement après, que le médicament ait prouvé sa valeur. Donc, si elle négocie un prix juste, et si on veut payer pour les développements, pour de meilleurs produits, il faut que ce soit prouvé. Ce n'est pas seulement une question de définir le prix, il faut prouver la valeur du médicament. Je pense qu'on a bien travaillé au cours des dernières années et il faut limiter les dépenses. Avec ces choses, comme d'habitude, on va trop loin habituellement parce que les augmentations, en réalité, sont assez contraignantes. Pour de nouveaux médicaments, par exemple, pourquoi l'Institut ne reconnaît pas de valeur ajoutée, par exemple? Mais comme toujours, c'est quelque chose qui se passe, mais on va atteindre un nouvel équilibre dans les années à venir. L'Institut national pour la qualité et l'efficacité pour les soins de santé étudie les données, travaille avec NICE et avec le HARS. C'est un institut ici en France. Et c'est vraiment un terrain inconnu. On a beaucoup appris grâce aux échanges d'expériences. Et vous avez raison, ils ont fait des erreurs. Mais si je compare cela au système du passé, c'est mieux de suivre ce chemin et d'apprendre tout en suivant le chemin. Et je pense que cela va être une patate chaude pour l'avenir. Les nouvelles spécialités, par exemple, qui arrivent sur les marchés et les études prospectives sur les médicaments de précision, on va voir des groupes plus petits, des groupes cibles plus petits avec des prix très élevés. Il y a un débat énorme à l'international concernant le système d'innovation dans le domaine de santé. Est-ce qu'on a les bonnes innovations? On n'a pas d'innovation en termes de démence. Il nous manque des antimicrobiens. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez d'incitation pour certaines innovations. Il y a des médicaments qui sont très rentables pour l'hépatite C, par exemple, mais avec des prix très, très élevés. Et la question est la suivante. Quel est le meilleur niveau de rémunération et de retour sur investissement que la société peut accepter? Mais après, il y a toute une gamme d'autres innovations avec des prix qui augmentent par incrément et pas seulement avec de bons résultats pour les patients. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut augmenter la transparence? Donc, c'est un débat énorme pour l'avenir. Mais on commence à voir aux États-Unis quand même du paiement au résultat, de la baisse automatique de prix quand les coûts de développement ont été remboursés, du passage aux coûts variables comme prix automatiquement. Bon, et des approches compassionnelles et ça pour réduire les coûts de développement et faire de la phase 4 en temps réel plus tôt et réduire les phases 1 à 3. Enfin, il y a des approches qui essayent de se mettre en place, mais effectivement, c'est un sujet éternel du coût de développement sur une petite patientèle et du coût unitaire. On n'a pas tellement le temps de parler de la continuité de soins et de la médecine de ville, donc je vais peut-être passer dans l'intérêt du déjeuner à la question finale, la question de confiance. Alors finalement, rapidement, que pensez-vous de l'efficience et de l'efficacité du système de santé allemand par rapport au système de santé français? Et où vaut-il mieux être patient? C'est un peu une autre question. On va commencer par Francesca, parce que je pense que ça va être intéressant. So, I mean, I'll repeat. I think Alors, je répète, je pense que les deux systèmes ont une bonne performance. On parle de choses négatives, mais nous trouvons parmi les meilleurs systèmes dans les pays de l'OCDE. Donc, il faut s'en souvenir. Après, il y a l'accès qui est vraiment formidable dans le système allemand et c'est une valeur qui est considérée comme importante pour les Allemands. Il y a la question de la rentabilité, la valeur en échange de l'argent, où là, on peut faire des choses. On passe de volume à valeur, si vous voulez. C'est quelque chose qui est important, cette transition. Et il faut repenser, reconfigurer le système pour l'avenir. Et là, donc, il faut d'autres services à livrer.
moins d'hôpitaux, un meilleur focus sur la coordination pour des choses qu'on n'arrive pas à couvrir dans les hôpitaux. Il y a le rôle de la prévention également. C'est un sujet qu'on oublie en temps de crise. Et puis, il faut se concentrer sur les médecins généralistes parce que il y en a de moins en moins. Plus focalisé sur l'accès et l'hôpital encore. En fait, il y a deux valeurs qui sont l'accès et l'hôpital. Daniel? Alors, si vous me posez la question, moi, j'aimerais mieux vivre en France. J'adore le style de vie en France. Je suis vraiment un grand fan de la France. Donc, vivre en France, il fait bon vivre de vivre en France, mais en tant que patient, je préférerais rester en Allemagne parce que je sais que ma famille peut me rendre visite à l'hôpital. Donc, on a été invité à cette conférence dans cet environnement magnifique. Qu'est-ce que je peux dire contre le système français? En fait, je ne peux pas vraiment en parler. La différence importante que je vois personnellement, étant donné mon domaine de spécialisation, la psychiatrie, c'est la façon dont les Français gèrent tout cela d'un point de vue économique. Il y a moins d'innovation, il y a plus de règles, plus de stabilité aussi. Et donc, la question de l'accès doit être gérée avec plus d'innovation. C'est la seule différence que je vois. Merci beaucoup.